Vous écoutez Paillettes et Préjugés, le premier podcast sur le genre et l'intimité des enfants. Comme moi! Bonjour, aujourd'hui dans les conversations de Paillettes et Préjugés, on va parler d'un sujet hautement polémique. On va dire des mots qui dérangent, on va décortiquer des tabous, on va parler des parties intimes des enfants et surtout de la façon dont nous, les adultes, on leur en parle. Je suis Aline Laurent-Maillard, journaliste et autrice, et je suis aujourd'hui avec Charline Vermont et Anne-Laure Bourgeois. Charline, tu es formatrice en santé sexuelle, enseignante à la Sorbonne, tu participes à un DU sur la santé sexuelle. Et tu es derrière le compte très connu Instagram Orgasme et moi. Absolument. Alors déjà, merci pour ce compte parce qu'il a fait tellement de bien à tellement de personnes. En faisant ma recherche, j'ai regardé quand est-ce que ton compte avait été créé et c'était il y a seulement 3 ans et demi. Non, 6 ans et demi. 6 ans et demi ? Ouais, Il est marqué 2022 ? c'est février 2019. Eh ben, je fais bien de t'en parler parce que tu vois, voilà, j'étais très surprise parce que j'avais l'impression que tu étais... Et d'ailleurs, tu l'es, la pionnière de ce sujet et tu as permis à tellement de personnes de parler sans tabou et d'apprendre plein de choses sur la sexualité. Ouais, et puis les relations affectives, le consentement, enfin voilà, c'est beaucoup plus large, évidemment. Oui. Et je voulais aussi te dire un énorme merci, très égoïstement, parce que tu as fait partie des personnes qui ont soutenu la campagne de crowdfunding de Paillettes et Préjugés. Et tu as écrit plusieurs livres absolument fantastiques, dont Corps, amour et sexualité, les 120 questions que vos enfants vont vous poser, que je présente absolument tout le temps, parce que c'est une référence de référence. Et ça te fait un point commun, attention, transition, avec notre autre invitée, Anne-Laure Bourgeois, qui vient de sortir le guide Parents informés, enfants protégés, qui offre aux parents des pistes de réflexion et des conseils pour créer un environnement sain à la maison et outiller les enfants face à l'intimité. Comme à peu près toutes les personnes que j'invite ici, tu as à peu près 55 000 casquettes différentes. Donc tu es aussi enseignante, tu as enseigné notamment en primaire, tu es journaliste, tu as fondé les ateliers Badass, qui est une structure d'accompagnement en santé sexuelle infantile, et tu as aussi écrit 2 autres livres, qui sont d'ailleurs des cahiers d'activités, Mon corps, mon château fort. Il y a 2 versions, il y en a une pour les 3-8 ans et une pour les 9-12 ans. Et ce que j'aime beaucoup dans ces cahiers d'activités, c'est interactif. Parce que tu proposes aux enfants de colorier, de citer leurs personnes de confiance, de réfléchir à leurs émotions. Et c'est aussi parce que tu vas bien au-delà de juste l'anatomie, quoi. C'est vraiment... mais sinon, c'est la base, en fait. À chaque fois qu'on dit éducation à la sexualité pour les enfants, on leur apprend, bien évidemment. Si vous êtes venu là pour en hater, partez tout de suite, parce qu'on ne leur apprend pas à se masturber, mais plutôt à connaître leur partie intime et tout ce qui relève en fait de la vie intime plus largement. Et donc aussi, qu'est-ce qui se passe ? Qui a le droit de te toucher ? Où est-ce qu'on a le droit de te toucher ? Toi-même, tu peux décider où on a le droit de te toucher. C'est ça que j'adorais d'ailleurs le petit schéma au début, tu leur dis de colorier les parties où on peut leur toucher. Toujours, en demandant quand même, genre, non, pas trop envie, ça dépend des moments, et jamais, et je trouve que c'est tellement fort, parce qu'on a tellement fait partie de cette génération et qu'on a forcé à faire la bise tout le temps. Et je déteste la bise. C'est d'une intimité. Donc moi, clairement, s'il fallait, je dessinerais les joues en rouge. T'as complètement le droit. Voilà. Donc voilà, je pense que les présentations sont faites. On a du gros pédigré pour parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe dans l'intimité des familles, surtout familles au sens large, parce que si vous êtes un ou une adulte et que vous connaissez des enfants, ça vous concerne, même si vous n'êtes pas parent. Avant d'écouter la question de l'auditorice du jour, je voulais vous rappeler que Paillettes et Préjugés est un podcast indépendant, gratuit et sans publicité, et donc qu'il existe uniquement grâce à vos dons. Si vous voulez de nouveaux épisodes, et si vous le pouvez bien sûr, vous pouvez aller tout de suite sur Ulule. Vous mettez sur pause, vous allez sur Ulule. Le lien est en description du podcast. Et en plus, en contribuant, vous pouvez rejoindre la communauté WhatsApp de Paillettes et Préjugés, dans laquelle vous pourrez parler notamment de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, et échanger avec d'autres personnes, et offrir vos propres recommandations culturelles et tout ça, discuter. Allez, tout de suite, la question de Marine, parent de 2 enfants, qui se posent eux-mêmes des questions. Bien sûr, je ne l'ai pas reçu à temps, donc je vous lis ce qu'elle m'avait écrit. Adèle nous a dit très simplement, les filles, ça a une zézette, les garçons, ça a un zizi. Nous, on utilise autant ces mots d'enfants que pénis et vulve, vagin. Eux ne saisissent pas ces derniers, mais ils savent ce que c'est.
Et on n'a pas su comment intégrer de la nuance au vu de son âge et de sa compréhension des choses. Ils sont pas 2 ans, ils ont 3 ans d'ailleurs, je crois. Et Jojo ne comprend pas pourquoi les hommes ne peuvent pas porter de bébé. Pareil, on explique biologiquement, mais comment élargir le sujet? Alors, merci Marine pour cette question. Je dois commencer par vous poser une question intime, mais extrêmement politique et très, 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 très sérieuse. Pour vous, une zézette, c'est quoi? Vulve ou pénis? Faut répondre Ah direct, ouais, complètement. Là, vous me dites, pour moi, vous, c'est une quoi? vulve, évidemment. Pour moi, une zézette, c'est un pénis. Bah voilà, j'étais sûre qu'on était 3, il y aurait forcément. Ah, c'est génial. Ah ouais, donc c'est intéressant, en fait. Ah ouais, d'accord. Bah, pour moi, tout ce qui fait zizi, zézette, tu Ouais. vois, pour moi, ça désigne le sexe masculin. Ah ouais, alors que tu vois, il y a des oui, enfin, ensuite, potentiellement, moi, j'ai vu encore un livre qui s'appelait Zizi, Zézette qui est sorti, etc. Je vois lequel. Voilà, pour moi, Zézette, c'était l'équivalent français de Pussy, tu vois, enfin, genre un truc qui englobe un peu tout, genre vraiment la totalité, Ouais, l'intérieur, l'extérieur, l'entrejambe, quoi. l'entrejambe, voilà, des personnes qui sont nées avec une vulve. Ouais. Ouais, moi, la première fois que j'ai entendu quelqu'un me dire que zézette, c'était un pénis, j'étais là, genre, enfin, je te jure, c'est ce que j'ai entre les jambes, ça n'a rien à voir. Et je trouve que vraiment cet exemple de la zézette et des réactions que ça suscite à chaque fois, c'est une très bonne illustration de ce qu'on. C'est un très bon point de départ. C'est un très bon point de départ parce que Ouais. voilà, c'est la confusion qu'apportent tous ces petits noms qui sont différents. Et moi, j'adore, à chaque fois, je découvre des nouveaux petits noms Mhm. pour les parties intimes des enfants. Et je suis là, genre, mais il y a combien d'expressions, quoi? Ouais. C'est pouf, la créativité est incroyable. Voilà, petite introduction. On va reprendre au début la question de Marine. Pour vous, pourquoi c'est important du coup d'appeler un pénis et une vulve une vulve? Qui veut se lancer? Alors? Je commence? Vas-y, Anna. Nommer les parties intimes par leur vrai nom, déjà, c'est une question de protection des enfants. En fait, ça déjà, on va commencer par le début. Ça leur apporte juste le savoir fondamental sur, le corps et ça met à pied d'égalité, en fait, ces parties-là avec le reste du corps. C'est-à-dire que on va expliquer que tout le corps est intime et qu'il y a des parties encore plus spéciales qui sont encore plus intimes. C'est pour ça qu'on ne les montre pas, ni à la piscine ni à la plage. Mais, il faut quand même que ce qu'on ne nomme pas, en fait, c'est comme si ça n'existait pas ou ça avait moins d'importance. Donc c'est important, en fait, que les enfants, aient ce savoir, fondamental. C'est apprendre comment fonctionne ça fait partie de l'apprentissage du fonctionnement du corps et ça offre aussi, une protection supplémentaire, en fait, en cas de tentative d'agression. C'est-à-dire que, face à un adulte qui va vouloir, agresser sexuellement un enfant, le fait que l'enfant, sache nommer ses parties, dise, «Ne touche pas ma vulve, ne touche pas mon pénis», en fait, ça envoie le signal que cet enfant, en fait, reçoit une éducation à la sexualité, qu'il y a une prévention face aux violences sexuelles, donc que c'est un enfant qui discute avec ses parents ou avec ses adultes de référence et en fait, ça peut, du coup, lui offrir une protection. Parce que les agresseurs, profitent, Cible. en fait, du fait qu'on ne croit pas l'enfant ou que l'enfant, n'est pas On cherche les enfants vulnérables. Enfin, soit vulnérable, c'est ça, En fait, exactement. mais les agresseurs choisissent les de personnes manière vulnérables. générale, Ouais, ouais. on cherche complètement. la vulnérabilité et l'ignorance est une vulnérabilité. Donc, à partir du moment où l'enfant ne sait pas nommer, ou en tout cas nomme de manière diffuse ce qu'il a ou ce qu'elle a entre les jambes, c'est un point de vulnérabilité. Leur donner cette connaissance, ce savoir, c'est déjà effectivement en partie les protéger. Et je remercie Baptiste Beaulieu qui, vraiment incroyable, à quelques heures de cet épisode, nous a fait une story complète en sourçant. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on vous dit, c'est pas une idéologie, cela a été documenté, ça a été chiffré. Donc, plus les enfants savaient nommer les parties du corps humain, moins elles ont été victimes, effectivement. Et on mettra bien sûr tous les liens dans la description du podcast. Exactement. Enfin, tous les liens. En tout cas, plusieurs liens qui permettent de voir effectivement le lien. Puisque ça montre aussi, c'est qu'il y a de la discussion avec les adultes et que les enfants, que les adultes font confiance aux enfants avec des vraies informations et que les enfants peuvent discuter de ces choses. Donc, oui, moi, ce que j'aime bien rappeler, c'est que c'est des parties du corps humain comme des nez, un nez, des oreilles, une bouche. C'est fou parce que je me dis, mais en fait, quelle incroyable bizarrerie humaine de choisir d'autres noms pour ces parties-là spécifiquement. Alors que pour tout le reste, tu dis bien, brosse-toi les dents, va te nettoyer la bouche, tu vois, ou c'est vraiment nettoie tes oreilles. C'est très clair en fait. Et là, ouais.
Et puis, Charline, dans ton livre, donc déjà, j'aimais bien parce qu'effectivement, tu commençais par cette anecdote. Tu disais, imagine si tout le monde avait un mot différent pour coude ou pour nez. Ouais, C'est toujours en remplaçant qu'on voit un peu l'idiotie la bizarrerie, on la va dire. bizarrerie, ouais, plutôt qu'idiotie. Ouais, Et tu parlais aussi d'un autre point qui me semble super important, c'est que ça a une utilité médicale. Et dans sa story, Baptiste Beaulieu parlait beaucoup de ouais, protection vis-à-vis des violences. absolument. Et moi, je trouve que c'est à la fois très important, bien sûr, un enfant sur 10, on rappelle les chiffres de la Civis. C'est Euh, un enfant sur 10 dans le cadre familial, hein, on parle dans le, de ouais. violences intrafamiliales, mais si tu rajoutes également les violences pédocriminelles qui sont malheureusement faites par d'autres personnes de l'entourage, que ce soit des voisins, des animateurs, etc., malheureusement, c'est encore plus Mm, mm. que 10%. Et je trouve que c'est hyper important de parler de cette protection. Et d'ailleurs, il y a un épisode qu'on va faire bientôt, qu'on va diffuser bientôt dans Paillettes et Préjugés, qui sera sur comment est-ce qu'on protège les enfants de la violence des adultes, comment interagir avec les autres adultes, ce qui est encore tout un autre sujet énorme. On interdit l'accès des mecs cis aux enfants. Non, je sais Non, pas. mais c'était ça, c'était la vraie question, Non, quoi. mais Qu'est-ce qu'on en fait, vrai, quoi? enfin, tu vois, bon, on va pas entrer là-dedans. Effectivement, c'est un sujet. Hein, mais moi, je me souviens que le jour où j'ai une de mes babysitters ou nounous qui m'a dit est-ce que mon copain peut venir dormir ce week-end? Un week-end où on s'absentait, où on leur confiait, j'ai fait no way. Absolument pas. Absolument pas. Pas un instant. Donc voilà, donc rendez-vous prochainement pour un épisode sur ce thème très précis. Ouais. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que pour moi, on n'est pas là que pour protéger Non. ou empêcher, on est aussi là pour apporter des choses et des choses positives. Et donc ce que j'aime beaucoup dans ton travail, Charline, c'est que tu parles vraiment de ça, tu parles de l'utilité médicale, tu parles de ce que ça va leur apporter en tant que grande personne. Alors, typiquement, bah, moi, j'ai une de mes filles qui avait une rougeur, voilà, un inconfort eh bien, à la vulve. Et alors, du coup, je lui demande est-ce que tu peux me dire à quel endroit? Et donc, elle était parfaitement consciente de enfin, voilà, de la pudeur. Et elle a dit alors, c'est exactement sur ma lèvre externe, à gauche, en haut, etc. C'était d'une précision absolue. Elle savait parfaitement dire si c'était à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Et je me suis dit, OK, bon, pour ça, on va aller voir le médecin traitant. Elle a redécrit exactement ce qu'elle avait. La réponse médicale était très simple à apporter. Et puis aussi, le médecin traitant était extrêmement positif sur le fait de, waouh, si tous les enfants pouvaient me dire avec une précision absolue ce qu'ils ont, où c'est, ben voilà, en fait, on gagne un temps fou. Oui, parce que c'est aussi ce qu'on disait au départ, c'est que on parle de zizi zézette comme si c'était des blocs. Complètement. Et en fait, dans le zizi, j'imagine que ça intègre aussi les testicules, ça intègre aussi ce qui se passe à l'intérieur. Je sais pas, qui sait? On ne sait pas. On ne sait pas. Et donc voilà, donc, mais ça, j'ai envie de dire, ça c'est, j'imagine pour la suite. Bon, mes enfants sont extrêmement précis. Et j'adore, d'ailleurs, enfin, de manière générale, j'adore les enfants qui s'expriment en utilisant les mots adaptés. Et pour moi, que ce soit pour les mots du corps ou les émotions, etc., je trouve ça hyper important en fait de donner à mes enfants toute cette nuance, cette richesse. Les mots, ils ont un sens, ils existent. Autant les utiliser à la fois pour se protéger, pour se soigner. C'est un peu triste, en même temps, c'est la réalité. C'est que ça offre une crédibilité, en fait, à C'est l'enfant. vrai. Alors que normalement, bon, on devrait être un peu plus tolérant puisque c'est des enfants qui sont en train d'apprendre à parler. Mais c'est vrai que ça offre une crédibilité quand l'enfant va dire, voilà, j'ai mal à la vulve, j'ai mal à l'anus. Voilà, c'est quelque chose, instantanément, quand un enfant va dire, ah, j'ai mal au ventre, par exemple, alors que Mhm. il y a des enfants qui vont dire ça, en fait, qui vont même pas, comme tu dis, Aline, qui vont penser que le corps est un bloc Mm, mm. indivisible. Et puis, Voilà, ce que j'aime bien dans votre travail à toutes les deux aussi, c'est que vous dites aux enfants, si vous avez des douleurs, c'est pas normal. Si vous avez des douleurs lorsque vos premières règles vont arriver, c'est pas normal. Si vous avez des douleurs lors de vos premières érections, c'est pas normal. Et à chaque fois, je me dis, mais j'espère que cette génération d'enfants qui aura enfin, en tout cas en partie, certains enfants, qui aura enfin des informations correctes sur leur corps, qu'ils vont pas passer ces enfants par tout ce que nous, on est passé de mésinformation, de douleurs, de rapports sexuels non consentis, de non-orgasme, de non-plaisir, Bah, de en fait, non-tout ça, quoi. ce que tu dis, c'est quand même hyper intéressant, c'est-à-dire ne serait-ce que de nommer les choses, de nommer les organes, ça, on ouvre immédiatement une forme de canal de discussion. C'est-à-dire tout ce qui va toucher de près ou de loin à ta santé, que ce soit ta santé sexuelle, etc. En fait, à la maison, il n'y a pas de tabou sur le sujet. C'est-à-dire toutes les questions sont OK.
Quelque part, on a enlevé, c'est pas un gros mot, c'est pas tabou, c'est pas honteux, c'est des sujets comme un autre. Et il y a rien de ce que tu pourrais dire qui ne sera, qui fera l'objet d'un jugement, d'une critique, etc. Et moi, j'adore rappeler en fait que c'est vraiment aussi une super opportunité d'ouvrir le canal et de faire en sorte que si la parole doit émerger, s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, s'il y a un doute, etc., eh ben, on permet à la parole d'advenir. Et ça, c'est des choses, je pense, sur lesquelles on peut travailler à tous les âges. C'est souvent une question que j'ai eue. J'ai déjà publié des articles et des posts Instagram sur ce sujet, de nommer les parties intimes. Et des personnes me disaient, mais c'est trop tard. Moi, j'ai dit zizi et zézette jusqu'à présent. Il est jamais Non, c'est pas du tout Donc, trop tard. effectivement, on peut commencer quand les enfants sont en fait juste nourrissons et commencer à leur dire. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas fait, que je regrette un peu, parce que après coup, je me dis, c'est vrai que c'est pas mal en fait juste d'expliquer à l'enfant, même si l'enfant comprend pas pour l'instant. Tu changes la couche, tu dis, voilà, je soulève tes jambes, je nettoie ton anus et ton pénis, ta vulve. Enfin, je trouve ça super et avec le recul, je me suis dit, j'aurais bien aimé commencer plus tôt. Mais en fait, c'est aussi des choses qu'on continue au fur et à mesure d'utiliser juste les bons termes. Quand on parle de la douche, moi je sais que c'était au début, quand mon enfant a commencé à parler, c'était un moment que je trouvais toujours important de temps en temps de rappeler à mon enfant, voilà comment s'appellent tes parties intimes, tout le monde n'a pas les mêmes parties intimes, tu n'as pas les mêmes parties intimes que blabla, et d'avoir cette discussion un petit peu ouverte et nuancée. Et je pense que ça, on y reviendra. Ensuite, moi, dans mon livre, il y a un moment, j'écris si vous n'y arrivez pas, enfin, j'ai envie de dire, ma crainte, c'était de rajouter une injonction supplémentaire et je sais que c'est bon, je vais mettre, pavé dans la mare. C'est majoritairement les femmes, en fait, qui s'occupent de l'éducation des enfants. Elles croulent déjà sous énormément d'injonctions parentales. Elles ont toujours l'impression d'être insuffisantes, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être une bonne mère, en tout cas, voilà, une mère suffisante. Et moi, je leur ai dit, en réalité, il y a également, un chemin à faire, en fait, un travail à faire pour être en mesure, et ben, de pouvoir nommer, sachant que, une majorité de femmes sont des survivantes, de violences sexistes et sexuelles et donc il peut y avoir une vraie difficulté à nommer les choses. Nommer les choses pour les autres, c'est aussi les nommer pour soi. C'est pas simple. C'est pour ça que se servir, de livres, comme le tien ou, ben, le mien, ça peut aider en fait, en en fait, on peut créer des espaces de discussion. C'est pas forcément au quotidien, parce que c'est comme le consentement. Enfin, j'y pensais hier encore. Je me dis, voilà, demander à l'enfant son accord avant chaque interaction physique. On est d'accord, on vit dans un monde de fous. On est dans le tunnel, chaque soir et c'est vrai que demander à l'enfant: «Oui, est-ce que je peux te laver les cheveux? Oui, est-ce que je peux te frotter?» et cetera. On essaye au maximum de le faire. S'il y a certains moments où on ne peut pas le faire, ben, c'est pas très grave. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on va pouvoir se reposer quand on a le temps pour, voilà, recréer cet espace où on va parler, de l'intimité, des limites physiques. Et puis, il y a vraiment des livres pour tous les âges aussi. Il y a des petits livres cartonnés là, pour les enfants de 1 à 3 ans Mmh. qui permettent déjà d'engager la conversation. Ce qui est important de dire, c'est que oui, c'est pas tous les jours, mais c'est pas non plus une seule fois. C'est pas. Ah non, Et en fait, En fait, l'éducation, c'est de la répétition. complètement. Mais surtout si on pense qu'on doit avoir une fois une énorme discussion et du coup, bah, c'est hyper tétanisant de se dire waouh, cette discussion, elle va, elle va avoir un impact sur le reste de sa vie. Non, en Ouais. fait, c'est plein de petits moments. Et c'est du coup justement J'ai envie de l'intérêt dire, quoi c'est de. pas le contrôle, c'est pas le contrôle terminal, c'est littéralement, tous les travaux rendus, tous les DM, en fait, tout va bien. En fait, c'est la moyenne de toutes les conversations que vous allez avoir en permanence, en fait, avec vos enfants. Donc, s'il y a une fois et ça arrive, je pense que je rejoins Anne-Laure. En fait, moi, j'ai 3 enfants, il y a un quotidien. Il y a des moments, en fait, où, typiquement, moi, je dis, «Chaque, question mérite une réponse». Mais franchement, j'ai envie de dire, il y a des fois où je suis même sûre que, pendant que j'étais en train de faire la tambouille, on m'a posé une question, est-ce que j'ai tout entendu et cetera? En fait, le plus important, c'est vraiment à chaque fois d'essayer de se dire: «On fait au mieux» et effectivement, ces questions, elles sont importantes, il faut prendre Et le d'en temps. parler quand on se trompe aussi. Je pense que c'est quelque chose que j'avais lu dans ton livre, enfin dans plein d'autres choses, qui est de dire En fait, de dire qu'on ne sait pas, c'était ça. C'est-à-dire, il y a des questions que vos enfants vont vous poser, notamment autour de l'intimité du consentement. Alors effectivement, aujourd'hui, on a des ressources, livre d'Anne-Laure, le mien, et cetera, d'autres. Et ben, il est probable, notamment que vous ayez ou non la réponse, mais il est probable que vous soyez surpris, surprise, pris de court mm, et mm. et que vous ayez pas envie à ce moment-là, en fait, ou que soit vous ne sachiez pas, soit que vous ne pouviez pas et vous ne vouliez pas. Dans ces cas-là, c'est hyper,
hyper simple. Vous dites à l'enfant: «Super, merci beaucoup pour cette question. C'est super de me l'avoir posée, c'est une très, très bonne question. Écoute, je vais prendre le temps de t'y répondre. Est-ce que tu es d'accord qu'on ait cette conversation à un moment où je suis plus tranquille ou même à un moment où, moi je suis pas sûre en fait d'avoir l'intégralité des informations sur ta question. Est-ce que tu serais d'accord que j'aille faire des recherches? Et quand j'ai tout trouvé, on se pose et on en parle». Enfin, le fait de savoir que le parent n'est pas omniscient, c'est également très Mmh. rassurant Mm. pour l'enfant. Voilà. Complètement. De toute Et on façon, peut aussi déléguer tout simplement cette conversation. Parce que si, comme tu disais, si on est vraiment mal à l'aise avec ce sujet-là, il est aussi possible, voilà, de proposer à l'autre parent de prendre le relais ou d'avoir une personne de confiance qui va répondre aux questions de l'enfant et qui sera plus à l'aise, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a cette question, il y a le sujet de la recherche de l'information et puis il y a aussi la façon dont on va délivrer la réponse. Et c'est vrai que si on a l'air un peu mal à l'aise, enfin, on peut transmettre ce tabou, en fait, des tabous à l'enfant. Et c'est vrai que, voilà, il y a aussi une petite introspection parfois à faire. Ouais. Et en ça, les supports sont vraiment Sont très essentiels. importants. Et c'est ce que je dis dans le livre à propos de la posture. Donc, il y a des parties pour les parents. Je leur dis vraiment, n'hésitez pas à lire l'intégralité du livre avant. Et en fait, de vous acculturer, de vous imprégner et de n'en parler que quand vous avez une posture qui est une posture d'ouverture où la gêne ne transparaît pas trop. Parce que mm. si, quand vous parlez du sujet, l'enfant ressent une énorme gêne, effectivement, c'est des éponges émotionnelles. Donc les enfants vont intégrer l'information, mais aussi le fait que c'est quand même un peu gênant d'en En parler. parler, oui. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc soit on délègue, soit on prend effectivement, ce que disait Anne-Laure, un temps d'introspection pour pouvoir évoluer, avancer tranquille. Et dans l'interview préalable, tu me disais, Charline, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que ça dérange les adultes d'utiliser ces termes? Et tu recommandais du coup et je pense franchement c'est quelque chose qui est hyper important à faire avant d'avoir des enfants ou quand on a des enfants, de se dire pourquoi je suis mal à l'aise et de regarder soi-même sa propre relation. Ça peut être difficile et tout le monde n'a Mmh. pas en capacité de le faire, mais de se demander effectivement pourquoi est-ce que je suis mal à l'aise à dire le mot zézette, le mot Ouais, lol, c'est c'est drôle. lol. Je pense que parce que moi, je C'est genre n'utilise jamais ces termes, Inception. tu vois? Je suis très mal à l'aise à dire zizi et zézette. Ouais, bah, c'est OK. Alors, en fait, mais c'est intéressant ce que tu dis. Tu sais que quand j'ai sorti mon livre, il y a pas mal de vingtenaires, même trentenaires, qui sont venus me voir en DM en me disant: «Tu sais, en fait, c'était un tel sujet compliqué pour moi dans la parentalité dans sa globalité», alors que bon, c'est un sujet parmi plein d'autres, que j'étais pas sûre de vouloir avoir d'enfant parce que je me sentais pas capable d'avoir cette conversation-là. Et que le fait d'avoir sorti ce livre et dire, en fait, tout va bien, on va pouvoir en parler. Il y a effectivement des supports adaptés, des mots, etc. Et je vais te accompagner pas à pas, etc. La pression est redescendue et elle dit maintenant, pour la première fois, je me sens sûre de moi, j'ai envie d'avoir des enfants. Et tu vois, c'était fou. En fait, je pensais pas que la gêne, en tout cas ce que ça représentait, était à ce point-là potentiellement traumatisant pour autant de personnes. Mmh. Et la question, c'est pourquoi? Effectivement, pourquoi est-ce que pour les adultes, de manière générale, on a besoin d'inventer des drôles de noms pour parler de ce qu'il y a entre les jambes, alors qu'on n'a pas de sujet à nommer des autres parties du corps humain par leur nom anatomique. Et c'est ce que j'écris dans mon livre avant d'être des objets de fantasmes et de désirs, ce sont des parties du corps humain. Et il va falloir que collectivement, nous adultes, en fait, on réfléchisse à cette phrase. C'est-à-dire, en réalité, on a empilé énormément de représentations. Et puis, on a une histoire aussi avec nos propres parties intimes, n'est-ce pas? On a les traumas, on a tout. La réalité, c'est que ce sont à la base que des parties du corps humain. Et comme, malheureusement, heu, beaucoup de personnes, enfin, on vit dans une société hyper sexualisée où, en réalité, quand on entend le mot, voilà, enfin, c'est même pas le mot vulve et vagin qu'on entend, Qu'on n'entend pas. c'est le mot chatte, tu vois, Mmh. et cetera. Foufoune, et cetera. En fait, tout est tellement hyper sexualisé, voilà, ou pénis, et cetera, que, hem, quelque part, nous, parents, adultes, on a enfin, et c'est comme ça que moi j'explique, pourquoi il y a des noms bizarres. Comme quand on parle aux enfants, on a envie de signifier que là, la conversation que j'ai avec mon enfant, je vais aborder, cette partie du corps sans
sexualiser cette partie du corps et pour signifier qu'on va désexualiser les choses, alors on va inventer un nom qui s'appelle Zizi, Zazette. C'est, vous voyez, c'est la partie, mais quand on a enlevé toute sexualisation. C'est juste, à la base, parce que nous-mêmes, en réalité, c'est nous-mêmes qui n'arrivons pas Mhm. à désexualiser cette partie du corps Et humain. qu'est-ce qui est mieux pour les enfants? Qu'on utilise tout le temps les termes médicaux ou qu'on puisse. Est-ce que c'est OK qu'on utilise parfois les termes de notre enfance ou les termes qu'on trouve mignons? Bah, à partir du moment où on élève un enfant, dans un environnement, familial, donc avec d'autres, personnes qui gravitent, autour de lui, ou d'elle, c'est sûr que ces termes-là, il ou elle va les entendre et donc c'est enfin, pour moi, c'est pas si grave de les utiliser, de temps en temps. Il faut juste que l'enfant, voilà, avec, une répétition, enfin des à intervalles réguliers, il ou elle entende les noms, les vrais noms des parties intimes, et qu'il puisse aussi, les utiliser. Mais c'est vrai que bon, vouloir, enfin, s'astreindre absolument à dire pénis, vulve, lèvres, anus et cetera, tous les jours, enfin, si on n'est pas forcément à l'aise avec, enfin, ça me paraît pas obligatoire. Ouais, puis ça, pour faire le lien avec Mmh, ce que je disais avant, en fait, sur les injonctions mmh, qui pèsent complètement, sur ouais, les c'est ça. épaules, notamment des mères. Voilà, enfin, j'ai envie de dire, j'ai pas envie qu'il y ait des mères ou des parents qui sortent de cet épisode en disant oh là 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 là, la pression Ça y est, j'ai raté mon enfant. Ouais, Ouais, Mon enfant complètement, va être faut trauma. plus, complètement. faut plus que je me trompe, faut absolument Mmh, que j'utilise ces mots. C'est d'où les mots, voilà, où je mets à l'aise les parents en disant faites au mieux, mmh, chacun son rythme également. Et on peut imaginer que si les seuls moments où vous avez prononcé ces mots, c'est uniquement dans le cadre de votre sexualité adulte, eh ben, c'est quand même tout un travail à faire de se dire waouh, en réalité, c'est un vocabulaire, un vocable qui dépasse largement celui de ma sexualité adulte. Voilà, et non, c'est OK d'utiliser ces mots en dehors de là. On peut les désexualiser et intellectuellement, je peux faire ce voyage de désexualisation. C'est un voyage. C'est un voyage. Après, moi, je m'intéresse beaucoup à la question des mots qu'on utilise. Et j'ai trouvé que finalement, je m'étais mise, moi, très rapidement à utiliser les termes médicaux. Et je n'utilise plus que les termes médicaux quand je parle à mon enfant. Mais après, ça dépend bien sûr de la personnalité, du contexte, de tout le monde. Je suis pas en train de dire, genre, regardez-moi, faites comme moi, je suis la meilleure. C'est pas ça que je voulais dire. Mais moi, à l'inverse, une des questions que je m'étais posée, c'est est-ce que ça risque pas de dérouter mon enfant? Est-ce que mon enfant va pas venir un jour en me disant pourquoi on n'utilise pas les mêmes mots que les autres enfants et que j'ai à expliquer justement ce qu'on vient de faire, quoi, de mmh. genre, bah, en fait, il y a des gens qui se sont mal à l'aise. Et bah, je tiens à vous dire que ça fait 4 ans que mon enfant est sur cette terre et que la question n'est toujours pas arrivée, mais que je la redoute toujours. C'est vrai. Oui, un petit peu. Enfin, tu vois, je parle pas mal d'injustice, de Mmh, discrimination, de sexisme avec des mots d'enfant, quoi. mmh. Mais il reste toujours ce moment où on va vraiment parler de. C'est une chose de dire ah, c'est ton corps, il est qu'à toi, c'est ton intimité, ferme la porte des toilettes, mets un pantalon, ce qui apparemment n'est pas facile pour un enfant de 3 ans, 3-4 ans. C'est encore autre chose de dire en fait, tu as des personnes qui sont mal intentionnées, qui, oui, qui sexualisent, parler de sexe dans les rapports sexuels, quoi, et les dominations. Et du coup, je voulais savoir, vous, ce que vous en pensez, en fait, de ça. Est-ce qu'on prévient les enfants? Est-ce que Et c'est dangereux a d'utiliser ces termes, d'ouvrir la alors porte? d'utiliser les vrais mots, des parties intimes, c'est C'est bien ce que ça. tu dis. Moi, j'ai une question pour toi. Pourquoi tu lui expliquerais pas ton malaise? C'est-à-dire, enfin ton malaise. Pourquoi tu lui expliquerais pas le fait, que tu te poses des questions sur, ton choix, en fait? Alors, je me pose pas vraiment des questions sur mon choix. J'adore, j'ai le droit à une consultation gratuite, c'est génial. Je me pose pas vraiment des questions sur mon choix parce que je suis sûre que c'est le bon choix. Mais dans tous les choix, enfin, les enfants vont toujours nous poser de toute façon des questions qui vont nous Mmh. mettre mal à l'aise et on va toujours devoir leur parler des côtés noirs de la société. Et Et pourquoi ne pas dire à ton enfant, nous on appelle ça comme ça parce que c'est un nom, etc. Mais Mais ça il y a s'appelle d'autres aussi, enfants en fait, mmh, hein, à la maison, ils entendent d'autres termes. C'est ça que tu complètement. voulais dire, Anne-Laure? Oui, oui, c'est ça, en fait. Pourquoi ne lui ouais, pourquoi ne pas tout simplement lui expliquer ton choix et dire que bah, voilà, ailleurs ça en fait, mon enfant ne m'a pas posé la question pour l'instant. Et moi, je pensais que cette question allait venir tôt. Et en fait, l'enfant n'a pas posé cette question. Et c'était surtout là où je voulais en venir, c'est que moi, je me disais, je vais devoir avoir une grosse discussion. Et en fait, peut-être parce que j'ai déjà eu plein de petites explications de temps à autre. Mais ce qui m'a surpris, c'est que finalement,
finalement, ça n'a pas perturbé du tout mon enfant qu'on n'utilise pas les mêmes mots. Et mon enfant a compris tout de suite, en fait, qu'il y avait des mots différents pour chaque... Et oui. Voilà. C'était plutôt mon objectif avec ça, c'était moins de me faire psychoanalyser et plus... Par contre, je pensais C'était que tu allais me poser une autre question qui était, ça, je l'ai aussi vu dans mes messages, de parents convoqués parce que Ouais, ça, les c'est courant, enfants utilisent des mots précis. Ça venait après, Et en effectivement. fait, et ça fait peur à certains adultes, en fait. complètement. Ouais, tu Ouais. m'avais parlé de Moi, ça aussi, j'ai alors. moi, j'ai déjà la maîtresse de mon fils qui m'a dit qu'il utilisait des mots crus. Donc, je me suis dit, mais on était tellement Donc tu t'attends à dans des salope, tu vois, ce genre de choses. Pas du tout. mais pas du tout. Non, mais c'est impressionnant, en fait, cette réaction des adultes face aux enfants qui utilisent le mot vulve ou pénis, en fait. C'est comme si, enfin, je sais pas, c'est comme si c'était une agression pour eux d'entendre un enfant qui utilise ces mots. Et c'est comme si c'était un enfant qui était trop informé sur la sexualité. Et je sais pas ce que ça sous-entend derrière. Y a Est-ce que pas... c'est. C'est des adultes qui n'ont pas fait le voyage. Ouais, c'est des adultes qui n'ont pas fait du tout ce voyage. Ouais. Et d'ailleurs, c'est C'est- le point. Je crois qu'à chaque épisode, je fais Mm. un petit point bibliothèque et librairie. C'est pas toujours possible et on veut pas se mettre en danger et il faut s'écouter et sa sécurité, etc. Mais on a le droit aussi de parler avec le corps professoral, avec la directrice ou le directeur de l'école et de leur offrir des livres qui sont soit à la C'est bibliothèque, prévu. soit voilà. C'est aussi, il y a des moments de l'année où on peut leur dire, ah bah, j'ai reçu ce livre, je l'ai trouvé super intéressant, je me suis dit que les enfants pourraient le lire à l'école, et même si la prof le lit pas, Je veux dire, on peut faire notre auto-promo, hein, mais, mais là, c'était on- peut-être aller au-delà de ça. Moi, il y a un truc, alors du coup, j'ai envie de dire, c'est pas moi qui l'ai donné à mes filles. Quand je l'ai reçu, c'est elles qui sont allées le chercher dans la bibliothèque. C'est des BD sur les crocodiles. Et en fait, tout à l'heure, tu disais comment on parle aux enfants de l'existence de personnes mal intentionnées. En fait, moi, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais j'ai pas eu besoin de le faire. En fait, elles se sont dit, ah, c'est marrant, il y a des crocos, c'est drôle. Dans une bibliothèque, en fait, on a 9 bibliothèques à la maison, archi pleines. Et en fait, parmi les livres que j'avais, c'était sans doute celui qui avait l'air le plus coloré ou sympathique. Tu vois, ils se sont dit, oh, des animaux, ouais, Le ça peut pas job. être méchant. Et en fait, elles sont toutes les deux arrivées. Alors clairement, elles les ont lues, j'ai envie de dire, je pense, un peu tôt. Mais ensuite, elles étaient très conscientes. Voilà, c'est un sujet dont on parle beaucoup à la maison, mais pas sous l'angle violence. Parce que moi, je m'étais dit, bon, elles ont toute leur vie pour voir la noirceur du monde. Pas trop tôt. Et en réalité, elles ont lu ça, elles avaient peut-être respectivement 8 et 10, tu vois, quelque chose comme ça. Ou 8 et 9, 9 et 10, trop tôt, clairement. Par contre, vers l'entrée au collège, 11-12 ans, c'est des BD que moi je trouve extrêmement impressionnantes, en fait, dans la manière avec laquelle c'est raconté. Puis il y a quand même des ellipses qui sont faites. Enfin, tout n'est pas vraiment montré, heureusement. Enfin, c'est quand même très bien fait. Comment on aborde la question des violences avec les enfants. Et du coup, ça a permis aussi d'ouvrir la discussion là-dessus. Et je pense que c'est une discussion qu'on a déjà eue ensemble aussi. C'est hyper important d'attendre les questions qui viennent de nos enfants, mais aussi de leur laisser du matériel comme ça à la maison dont les enfants peuvent s'emparer. Et si ça leur pose pas de questions, ça leur pose pas de questions. Et si ça leur pose des questions, on peut y répondre. Mais surtout, de savoir répondre à ces questions parce que sinon, les enfants vont le vivre. Peut-être pas maintenant, peut-être pas à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, mais il y a un moment où une personne qui ressemble à une femme va être touchée. Dans la rue, va voir un mec qui ouvre son trench devant le collège alors que le collège est devant une gendarmerie. Ce dont je voulais parler aussi, puisqu'on voit dans la question que Marine a envoyée, que Marine elle est à l'aise sur ces sujets et qu'elle a posé notamment cette question de la procréation, de comment est-ce qu'on en parle, comment est-ce qu'on apporte de la nuance. Mm. Et je voulais un petit peu en parler avec vous. Comment est-ce qu'on fait justement pour apporter cette nuance? Est-ce qu'il y a des moments où c'est trop tôt? Est-ce qu'il faut simplifier le message? Et sinon, comment est-ce qu'on en parle? Je vais mettre un petit peu de contexte d'ailleurs avant. Moi, je suis non-binaire. Je sais pas. C'est quelque chose dont j'ai pas beaucoup parlé encore, je pense, dans ce podcast. Et mon enfant m'appelle. Je suis parent solo par choix. Et mon enfant m'appelle par mon prénom. Et, m'appelle mon parent. Je suis son parent. Et du coup, c'est un enfant qui est né par une PMA par don d'insémination, et donc qui n'est pas né de l'amour entre un papa et une maman. Et c'est vrai que du coup, moi, la façon dont on explique à chaque fois, et dans l'écrasante majorité des livres, que je trouve pour autant très bien,
sur la procréation, sur les parties intimes, en fait, à chaque fois, je suis gênée parce que je ne suis pas inclus. De même que toutes les personnes qui ont eu un enfant qui n'était pas voulu, par exemple dans le cas d'une agression sexuelle ou de tout ce qui est PMA, etc. Et de la binarité de genre aussi, à chaque fois, c'est une maman, un papa. Et j'avais vraiment envie qu'on prenne le temps d'aborder ces sujets que vous mentionnez un petit peu toutes les deux de façon différente dans vos livres. À quel point on doit ouvrir ces sujets et quels termes on utilise. Et ça, c'est un truc assez complexe. Comment on appelle ces parties intimes? Alors déjà, merci de poser cette question. Elle est très pertinente et du coup, mon livre, pour les gens qui le connaissent, vous savez, c'est de manière évolutive. Donc il y a les réponses pour les 5-8 ans, ensuite il y a les 7-10 et les 10 et plus. Et je pense que la réponse est dans la question. C'est-à-dire, à chaque âge ou tranche d'âge, il y a une maturité psycho-émotionnelle de l'enfant qui permet d'aller encore plus loin, encore plus loin dans la nuance, dans les détails, etc. Là, en fait, en t'écoutant, je me suis dit, c'est marrant parce que j'ai abordé la PMA, mais je l'ai abordé dans un cadre sans préciser. Mais je me dis, c'est marrant, et si j'avais eu un enfant issu d'une PMA solo, est-ce que j'aurais changé sur la partie, par exemple, 5-8, typiquement, toi, ton enfant, c'est important, qui, elle, ait droit à une réponse simple sur mais d'où je viens. D'où je viens, maman, comment je suis arrivée dans ton... Et dans le cas de mon enfant, d'où je viens, Aline? D'où tu viens exactement, comment je suis arrivée dans ton ventre. Et c'est vraiment, je trouve que de ce point de vue-là, ça demande pour l'instant une certaine... je suis sûre que... Voilà, et toi, comment c'est 4 ans, n'est-ce pas, ton enfant actuellement? Oui, ouais. Et quel mot, toi, aujourd'hui, tu utilises avec son enfant, tu vois? Là, j'aime bien. Ça y est, On va ça continuer la recommence. consultation. Je fais des économies, c'est bien. Du coup, moi, comme je le disais, mais parce que justement aussi, au-delà d'être féministe et de travailler sur ces sujets, je suis concernée par l'imprécision de tous ces termes. Donc c'est vrai que moi, j'ai toujours parlé de vulve, de vagin, de pénis, de tout ça. Et donc j'ai toujours été très claire aussi sur le fait que quand j'ai présenté à mon enfant, j'ai toujours dit, quand mon enfant me posait des questions, ou au départ, quand je voulais lui expliquer un petit peu, je lui disais, ça c'est un pénis, c'est surtout des garçons qui ont des pénis, mais pas toujours. Et j'ai eu pas mal la conversation, je dirais entre ces 2 et ces 3 ans, régulièrement au moment du bain où j'avais cette conversation et je lui disais, en fonction de ta partie, que les personnes peuvent choisir en fait d'être une fille ou d'être un garçon et que ça, il faut écouter qui on est à l'intérieur. Et donc c'est vrai que là, on en est dans une phase assez rigolote, dont d'ailleurs je parlais dans l'épisode bonus de Bienvenue bébé, qui était donc le hors-série que j'ai diffusé cet été et dans lequel on entendait aussi d'ailleurs la parole d'un enfant trans dont les parents avaient été très ouverts très nuancés sur les parties sexuelles. Et ça a donc permis à cet enfant de transitionner très tôt et en fait de ne jamais vivre ce mal-être et cette dysphorie que beaucoup d'enfants trans vivent. Donc moi, je trouve que c'est un énorme cadeau qu'on peut leur offrir. Et si l'enfant est bien dans son sexe et dans son genre, je veux dire, on prend aucun risque. Et si l'enfant a des doutes, se sent pas bien, l'enfant sait qu'il peut poser des questions et qu'il peut rebondir dessus. Et je trouve que c'est hyper important. Et dans le bonus, je disais que mon enfant, maintenant, en fait, me dit, grosso modo, je suis un enfant non-binaire, je suis un être humain non-binaire. Et parfois va me dire, je suis plutôt ça ou je suis plutôt ci. Mais ça, rien ne le dérange, en fait, mon enfant. Et c'est ça que je trouve, je dis parce que du coup, dans mes choix de ne pas genrer mon enfant pour protéger notamment et pour lui laisser le temps de choisir, je considère que enfant est un terme masculin, ce qui est vrai, parce que si on veut du féminin, pour moi, on dit juste fille, et garçon si on veut spécifier. Donc à chaque fois, je le précise, à chaque fois que je dis le ou il en parlant de mon enfant, c'est parce que c'est pour enfant. Voilà, Oui, enfant masculin. c'est très clair. Mais voilà, et en fait, mon enfant m'a jamais posé de questions particulières. En fait, ça va de soi. En plus, on a plein d'histoires. Là, on a encore écouté un épisode de Bestiole sur le morue. C'est ça? Non, le mérou. Le mérou, Le mérou, absolument. voilà. J'ai envie de dire, allez voir le spectacle de Lou Trottignon, s'il Bien vous sûr, plaît. mais pas avec les enfants. Mais pas sans les enfants, sans les enfants, évidemment. Mais en fait, il y a plein d'histoires aussi comme ça qu'on peut lire à travers les animaux, à travers d'autres histoires qui permettent aussi aux enfants de comprendre
la fluidité qu'il y a en fait, Et qui puis peut surtout la exister. diversité des modes de reproduction, etc. C'est-à-dire, nous, enfin voilà, en l'occurrence, dans mon livre, il y a un moment où on parle j'ai envie de dire, de la reproduction des mammifères. Enfin, tu vois, j'ai envie de dire, c'est très, Enfin, très, c'est nous les mammifères, c'est on est nous des animaux. exactement, c'est nous les mammifères. Et voilà, et donc il y a une partie très biologique. D'ailleurs, elle est abordée en classe primaire, en CM1, en CM2, de mémoire, on est d'accord. Et donc, C'est effectivement, hyper tardif, mais bon. c'est hyper tardif, hein, sachant que C'est les bien trop enfants tard. ont des questions effectivement beaucoup plus tôt. Et moi, je me souviens très bien. D'ailleurs, c'est marrant, c'était avant que je n'écrive mon livre. Donc, c'était ma numéro 2. Ben voilà, ensuite, mes enfants sont du style à énormément lire et à fouiller l'intégralité de la maison. Et donc, et tout d'un coup, je vois ma fille sortir en vraiment extrêmement fâchée, énervée de sa chambre avec le zizi sexuel à la main en disant: «Maman, je comprends pas, je comprends pas». Et en fait, c'est intéressant parce que il y a pas le passage, il y a un truc hyper cringe où tu mets ton doigt, tu sais, dans la page, enfin, tu vois? Ou cette page où tu dois mettre le doigt et D'accord. qui mime en réalité une pénétration phallo-vaginale, donc c'est très bizarre en réalité. Enfin bon, c'est un livre d'un autre temps, OK. Mais du coup, ma fille, évidemment, voyant ça, ne comprenait pas comment se faisait la rencontre des gamètes. Ce qui est logique, en fait, parce qu'il y avait pas l'explication. Et moi, j'étais là: «Oh là 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 là, elle est trop Et là, on jeune». expliquait quoi? Les rapports sexuels ou on expliquait Ouais, la conception? comment la Mmh. conception. Donc la conception, elle était un peu, tu vois, elliptique. En tout cas, c'était pas clair du tout Mmh. pour elle. Mmh. Et tu sais, elle comprenait pas. Elle dit: «Maman, je comprends pas». Et puis tout d'un coup, son visage s'éclaire et elle dit: «Ça y est, j'ai compris». Et en fait, parce qu'il y a un moment où tu vois, donc c'est un couple hétéro, tu les vois l'un contre l'autre et effectivement, ils ont leur nombril à la même hauteur et elle dit: «Ça passe par le nombril». Et là, j'étais là: «Oh merde!» Et là, elle me regarde, elle fait: «C'est pas ça, maman?» Et là, tu sais, en fait, j'avais pas envie de mentir, je mens pas à mon enfant. Et du coup, je lui dis: «Écoute, non, c'est pas par là, mais je t'expliquerai plus tard». Et là, c'était impossible. C'est-à-dire, voilà, mes enfants, tant que ça fait pas un puzzle complet et que ça fait pas sens, elles ne vont pas lâcher l'affaire. Donc j'étais là: «Purée, dans quoi je vais m'embarquer?» Et elle me regarde, elle fait: «Maman, je veux savoir!» Et j'étais là: «Mais mon Dieu!» Elle avait 7 8 ans. Est-ce que je vais littéralement, voilà, son insouciance et sa naïveté, sa candeur. Et en fait, j'ai essayé d'argumenter, puis j'ai rendu les armes en lui disant: «Écoute». Et là, j'ai fait le dessin qui est dans mon livre d'ailleurs. Et donc je rappelle que mon livre a été évidemment validé par pédopsychiatre, psychologue, pédiatre, tout ce qu'on veut. Donc j'ai envie de dire tout va très bien. Mais moi, à cette époque-là, je ne savais pas si c'était OK ou pas OK. Donc j'ai fait un schéma anatomique en fait. J'aurais dit, ben voilà, en fait, la reproduction des mammifères hétéros, voilà comment ça se passe. Et en fait, donc j'ai dit, voilà, donc ça c'est le vagin, l'utérus, les trompes, enfin, j'ai tout dessiné à la main, voilà. Et puis, je montre un pénis, voilà, je montre en fait, et voilà. Et quand on a envie, de se reproduire et que tout le monde y consent et qu'on a envie d'avoir un enfant ensemble, nin nin nin. Et là, en fait, c'est à ce moment-là que, érection, éjaculation, les spermatozoïdes, pendant ce temps-là, l'ovocyte qui fait son chemin, ils se rencontrent, ça fait un bébé. Et là, je la regarde en me disant: «Est-ce que je l'ai littéralement, mais tu vois? Est-ce que je l'ai détruite pour le restant de ses jours?» Et là, elle me regarde, fait: «Mais du coup, maman, ce soir, on fait bien les lasagnes, hein?» Ça passe crème. Mais en vrai, quand tu l'expliques comme ça, alors avec des notions différentes, c'est vrai que moi j'ai déjà expliqué à mon enfant que le concept des petites graines, parce que moi dans ma famille c'est essentiel de parler des petites Bien graines. sûr. Je le fais depuis qu'il est petit en fait. On a des livres. Ma mère nous a fait le super cadeau de chaque année pour l'anniversaire de mon enfant de lui offrir des livres avec toutes les photos enfin plein de photos de son année et de retracer l'année. Et donc du coup, on a aussi le livre de la première année où je suis enceinte et les photos de l'échographie. Ouais. Et du coup, je trouve ça génial parce que c'est vraiment toujours un moment en fait de rappeler ça. Là, c'est quand j'ai reçu la petite graine et la petite graine, elle était en train de pousser. Et donc, on a un petit peu eu cette discussion, quoi. C'est une histoire d'une petite graine Mais c'est qui va aller dans le petit œuf qui est dans le ventre des personnes qui ont des utérus. Alors, je dis comme ça, souvent c'est des femmes, mais pas que, parce que regarde-moi. Moi, je suis pas une femme, mais j'ai quand même un utérus. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que c'est Bah, tellement évidemment, médical enfin, que les enfants ne pensent pas sexe, ils intimité. pensent absolument pas. Alors là, clairement, Oui, oui, c'est là, on est en train d'expliquer quelque chose de très mécanique et c'est exactement la réponse qu'ils recherchent, en fait. C'est savoir, ça fait comment ça se sens. passe. Voilà, Ça fait à sens. partir, Et alors, à partir de ce moment-là, bah, en fait, derrière, et c'est à ce moment-là que tu reçois tes potes lesbiennes à la maison. Et elle est là: «Mais maman, du coup, comment ça s'est passé? Comment elles ont fait un bébé, Clara et Louise?» OK, c'est pour ça que tu peux parler aussi de la diversité, des modes de conception. Tu peux exactement. parler de la GPA, de la PMA. En fait, à partir du moment, pour moi, où on va parler de ces sujets-là,
on va toujours pouvoir élargir enfin, le plus possible parce qu'on a tous nos biais et qu'on ne pense pas à certaines choses, mais on va toujours pouvoir parler de soi, de la façon dont on a été fait, parler aussi des autres. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de nommer, en fait, de faire le choix de nommer avec les noms médicaux et ensuite de parler des autres qui peut-être à la maison utilisent des noms différents. Donc voilà, on va parler de la conception, si l'enfant a été conçu naturellement. Comme on dit, enfin, je suis pas sûre que bon. Non, mon enfant est sorti d'un robot, en fait. C'était ça. Non, mais c'est... Voilà, cette conception dite naturelle, voilà, mais à l'école, il y a aussi peut-être des enfants qui ont été conçus avec ce qu'on appelle la PMA. Donc, la PMA, ça peut être une personne seule, une maman seule, deux personnes qui n'arrivaient pas à faire un enfant. Et en fait, voilà. Et ensuite, soit on va approcher la loupe et on va donner de plus en plus de détails en fonction du stade de développement de l'enfant, parce qu'il peut arriver que des enfants de 4 ans posent des questions C'est bien plus exactement ça. précises C'est que des exactement ça. enfants de 12 ans, en fait. Enfin, Tout le monde n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Moi, la seule mais chose dont je me complètement. souviens, c'est que je m'étais faite alpaguer parce que du coup, mon enfant, à ce moment-là, était tellement heureuse d'avoir une explication que quand elle entendait des choses inexactes, elle, Corrigé. elle corrigeait ses camarades et je me suis retrouvée, enfin, les parents étaient là, mais nous aurions préféré parler nous-mêmes de ces sujets-là. Oui, mais en fait, je pense aussi le point ce qu'on est en train d'essayer de dire, c'est que les enfants parlent entre eux, les enfants Ah oui, voient le complètement. monde autour de nous, les enfants parlent avec d'autres adultes que nous, et que de toute façon, si nous, on leur en parle pas, les enfants vont le découvrir par quelqu'un d'autre. Exactement. Mm. Et alors, Ou par eux-mêmes. moi, j'ai Ou été, par j'ai eux-mêmes, été convoquée. Ça, si on a une c'est bibliothèque aussi problématique que celle de Charline. C'est horriblement problématique. Mais je m'étais faite convoquer par les autres parents parce que mes enfants avaient des informations qui, elles, n'auraient pas dû avoir à leur âge. Et je me suis dit, mais de quoi ça parle? Parce que du coup, j'ai vraiment des bibliothèques très fournies alors, sur l'écologie, le féminisme, la sociologie, vraiment des choses horribles. La commu queer, vraiment, mais quelle horrible, n'est-ce pas, bibliothèque. Et je me suis dit, de quoi mes enfants parlaient? Et effectivement, c'était la reproduction des mammifères. Elle avait osé mentionner des informations exactes sur comment les mammifères se reproduisent à ses camarades. Et du coup, j'ai été paniquée. J'ai pas eu le temps de lui poser la question, que j'ai été alpaguée. Je disais, attends, mais pourquoi est-ce qu'on m'emmène à part pour m'expliquer qu'il y a un problème avec mes enfants? Et en fait, je suis rentrée à la maison et j'ai dit, en fait, c'est fou. Et les blagues, mais effectivement, les parents m'ont dit, on aurait préféré le faire avant. Je fais, en fait, vos enfants, ils avaient des questions. Et en fait, ils sont allés chercher la réponse. Mm. Et Dieu merci, ma fille a donné des informations correctes, etc. Voilà. Et je Parce que pense ça aussi peut, excuse-moi, Ali. Ça peut complètement être des informations biaisées Et ça aussi. aurait pu être complètement des Et ça peut informations aussi biaisées. être des informations qu'on a trouvées Sur sur Internet. Internet, dans la pornographie. Et ça, c'est aussi un Et vrai ça, c'est... sujet. Merci d'en parler. Mais ça, c'est... Enfin, juste pour revenir sur la réaction des autres, en fait, la pression de la société, je ne sais pas si Aline, tu as prévu d'en parler, mais c'est vrai que la pression de l'entourage, quand on fait des choix, quand on fait le choix de nommer les parties intimes avec les vrais noms, quand on fait le choix d'expliquer la conception, d'expliquer les rapports sexuels, et que ben, forcément, on a une sorte de... je ne sais pas si on peut dire que c'est un backlash parfois, mais enfin, c'est aussi... faut être prêt et prête, en fait, à aussi recevoir parfois des réactions négatives. On parlait de briser l'innocence des enfants. Enfin, ça, c'est un vrai sujet. Tu Un reviens classique. régulièrement. Voilà. Je fais en Donc, fait, qui brise quoi en réalité? Enfin, moi, je crois que je brise l'innocence de mon enfant juste en existant. Ouais, bon, voilà. Mais ce que tu disais, en fait, moi, quand j'ai été convoquée, avant de savoir de quoi il s'agissait par un groupe de parents d'élèves, j'étais en train de me dire, mais c'est un- qu'est-ce qui s'est passé? De quoi? De quel livre? Enfin, pff. Et en réalité, quand ils m'ont simplement dit, eh ben oui, votre enfant, c'est comment les humains se reproduisent. Je fais oui, et donc, enfin, tu vois, genre. Mm. Et j'avais envie de leur dire, ce qui est terrible, c'est que là, je me fais attraper par la veste. Et ça va, je leur ai expliqué les choses. Et je pense que
eh ben, collectivement, j'espère, hein, enfin, j'ai envie d'être positive. Il y a des fois aussi où ces discussions-là permettent de faire avancer les autres parents Mmh. sur cette Oui, oui, réflexion-là. Et ça quand mon livre est sorti, il a été vraiment bien reçu. Donc ça, c'est quand même important de noter Mhm. que faut pas essentialiser les gens. Les gens sont en Il n'y a voyage. pas nous qui sommes Ouais, corrects et les autres qui sont débiles. exactement. Voilà, c'est mmh. ça. Donc je pense qu'il faut déjà être très, très doux là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que moi, à ce moment-là, j'avais ressenti une forme de colère qui est, en fait, tous les jours, mes enfants rentrent de l'école avec des stéréotypes de genre. Ça me prend un temps fou, en fait, de dire oui, mais à l'école, on m'a dit que moi, j'avais pas le droit de porter du vernis. Si, si, mon cœur, t'as totalement le droit de porter du vernis. Et mes bagues, je peux les garder. Oui, tu peux les garder. Alors, des fois, c'est interdit les bijoux parce qu'on peut se blesser avec. À la maison, c'est pas interdit, tu mets autant de bijoux que tu veux. En fait, je dois en permanence déconstruire un milliard de Mmh. conneries en fait qu'ils entendent. Et moi, mes enfants, ils racontent pas des conneries. Et tu vois, je vois pas pourquoi ils devraient arrêter de raconter des choses exactes. Mais voilà, c'était ma petite colère à ce moment-là. Quand on me dit qui sont les parents à qui ça pose problème, je dis ok, alors ça pose problème aux homophobes et aux transphobes parce que du coup, effectivement, on va mentionner l'existence vraiment de la pluralité, de la diversité des humains et des humaines. Alors ça, vraiment, déjà, c'est très compliqué pour certaines personnes. Désolée, hein, mais enfin, c'est désolé. Et la deuxième chose, c'est que ça va poser évidemment problème aux pédocriminels et aux auteurs d'inceste qui, en réalité, vont se dire oh là 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 là, je risque de me faire attraper si mon enfant parle. Si on lui donne cette connaissance que ce qui se passe à la maison, c'est pas OK. C'est quand même, enfin, je veux dire, posez-vous la question de pourquoi. Pourquoi est-ce que les. Non, mais tu soulèves un point, ça m'est enfin, j'y ai déjà pensé, de nombreuses fois, en fait, à ce sujet-là. En fait, pourquoi aussi on n'avance pas, sur l'éducation à la sexualité? Je me dis: «Parce que ça doit servir, certaines personnes, en fait». Ça sert évidemment certaines personnes et Mmh, toutes les personnes qui ont une vision également extrêmement autoritaire en fait de ce que doit être la parentalité, mmh, d'une forme, enfin c'est une forme de domination et en réalité finalement le fait que d'autres enfants aient accès à ce champ-là, en fait non c'est vraiment des personnes qui ont à cœur que leurs enfants soient des enfants projets. Donc mmh, non mon enfant il sera pas homo, il sera pas un enfant trans. Voilà c'est des, mmh. des personnes qui sont dans une vision extrêmement conservatrice et autoritaire de la parentalité. Du coup, on arrive à la fin de cet épisode sur une note un peu, genre, j'ai envie de dire, mi-positive, mi-déprimante. Non, je compte sur Mmh. toi. Justement, j'allais vous dire, est-ce qu'on a du coup quelque chose de positif à rajouter sur cette idée d'empouvoirment des, Des des enfants. enfants? Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire de positif. Oui, C'était que, en apprenant à nos enfants, en leur parlant au fur et à mesure, en écoutant leurs questions, mais aussi en notant chez eux des questions, parce que parfois les enfants n'osent pas le dire, notamment si les enfants sentent un tabou, les enfants ne vont pas nécessairement sentir les questions, donc oser poser des questions. Donc en sentant et en répondant à leurs questions, en nommant les choses correctement, mais en fait on est en train d'aider à la fois son enfant et les autres enfants de l'école. Et je pense qu'il faut jamais perdre ça de vue. C'est que chaque enfant qui sait comment les enfants sont créés, qui sait ce que les adultes et les autres enfants ont le droit de faire aux autres enfants, c'est un enfant qui pourra du coup parler quand il y a un autre enfant. J'ai exactement. dit vachement autre enfant, mais vous voyez ce Ouais, que je veux être dire. un enfant ressource C'est finalement. ça. Mmh. Oui, puisque quand on fait cette éducation-là, on développe aussi, ben, la reconnaissance des émotions, et des qualités telles que l'empathie. Donc, c'est sûr que, voilà, quand on va dire à un enfant qu'il y a pas qu'il y a pas de secret entre un adulte ou un enfant et que s'il y a un secret qui le fait le sentir très mal dans son corps, dans sa tête, dans son cœur et que, il faut aller le dire à un ou une adulte de confiance, en fait, il va le faire pour lui, mais il va aussi le faire pour les autres. Et ça, Mhm. c'est extrêmement précieux. Oui. T'as un mot de la fin? Ben non, mais je pense qu'on a tout dit. Non, mais effectivement, c'est redonner un peu le pouvoir aux enfants. Enfin, je pense Mmh, qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire que on est dans un monde, enfin voilà, d'adultisme et que c'est important d'une manière ou d'une autre. En fait, mmh. tout ce dont on a abordé depuis le début, c'est une manière parmi d'autres de redonner un peu de pouvoir aux enfants. Et franchement, ils en ont besoin. Oh, ça y est, j'ai une petite larme aux yeux.
C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup Anne-Laure, Charline d'avoir participé à cet épisode. Vous pouvez les retrouver sur Instagram @lesateliers_badass, tout attaché. Et Charline, Instagram, c'est orgasme_et_moi. Et sinon, corps, amour, sexualité, les 120 questions que vos enfants vont vous poser. voilà, on y apprend sur vos 2 comptes et dans vos livres, plein de choses. Quant à moi, vous pouvez me suivre sur mon compte perso @yalaaline ou sur le compte Paillettes Préjugés, tout au pluriel. Merci Aline. Merci Aline. Vous venez d'écouter un épisode de Paillettes et Préjugés. Paillettes et Préjugés est un podcast 100% indépendant, gratuit et sans publicité. Il existe grâce à vos dons. Merci à toutes les personnes qui le rendent possible.